Cette soirée sur le syndicalisme révolutionnaire, notamment de Natacha et Stéphane, qui nous ont fait l'honneur de venir en débattre avec nous. Et donc, je voulais juste vous poser comme question, la question que s'est posée d'abord Georges Segui, notre fondateur, le fondateur de l'Institut d'histoire sociale, qui était d'ailleurs un Toulousain, et a été secrétaire général de la CGT entre 1967 et 1982. Je ne me pas tromper, sinon imaginez le secrétaire de social qui ne sait pas les dates fondamentales. Et donc la question était comment nous pouvons décider où aller si nous ne savons pas d'où nous venons. Alors c'est une belle question que je pense que notre événement sur le syndicalisme révolutionnaire va nous éclairer d'où nous venons et donc nous saurons peut-être mieux où nous devons aller. Donc je remercie donc encore nos camarades et je leur laisse la parole. Merci Carlo. Oui, donc moi c'est Bastien, donc, je suis du collectif Jeunes, donc le co-organisateur avec l'IHS de cet événement. Donc je tiens aussi à remercier Stéphane et Natacha pour avoir accepté notre invitation. Donc quand on a commencé avec l'IHS à parler d'organiser un événement, donc ça fait déjà plusieurs mois, sur le syndicalisme révolutionnaire, on s'est dit avec Carlo que c'était bien parler du syndicalisme révolutionnaire, mais déjà, pourquoi parler du syndicalisme révolutionnaire, je vais y venir, mais c'était encore mieux d'en parler en prenant en compte aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est bien de parler de l'histoire et de ce que ça nous apporte, mais en fait, il faut aussi faire des ponts et il faut essayer de voir comment ça influence notre pratique aujourd'hui, parce que sinon, l'intérêt, il va être purement historique, mais en fait, il va être limité du point de vue militant et du point de vue de l'apport que ça va nous donner pour ceux qui luttent au quotidien ou pour ceux qui sont intéressés pour lutter, ceux qui sont intéressés par ce sujet. Et donc voilà, je pense que le titre de la conférence qui s'appelle « Le syndicalisme révolutionnaire aujourd'hui », ça synthétise bien ces deux pensées. C'est oui, parler d'un mouvement historique, parler d'un mouvement idéologique bien précis, mais en parler avec la volonté de le lier à ce qui peut se faire aujourd'hui, à ce qui peut être la pratique syndicale, et particulièrement la pratique syndicale à la CGT. Donc, dans le terme syndicaliste révolutionnaire, on pourrait se dire que c'est des gens qui sont syndicalistes et qui sont révolutionnaires. Alors, pas seulement, il y a plein de gens qui sont syndicalistes et qui sont révolutionnaires, qui ne sont pas des syndicalistes révolutionnaires. Ça, c'est important de le comprendre. Le syndicalisme révolutionnaire, c'est un mouvement idéologique, théorique et une pratique bien précise. Et ça, c'est important de le comprendre pour pas se mélanger les pinceaux. Déjà, premièrement, aujourd'hui, le syndicalisme révolutionnaire, c'est quelque chose qui va être relativement, qui va être assez minoritaire, en tout cas, de revendiquer directement, on va dire en mode « je suis syndicaliste révolutionnaire ». Par contre, dans la pratique de la CGT, son influence, en fait, elle est énorme. Et en fait, on en retrouve des éléments, mais dans des points qui sont insoupçonnés. Et je dis dans la pratique de la CGT, mais en réalité, comme l'entièreté presque du modèle syndical, en France en tout cas, s'est construit initialement autour de comment était la CGT, et même jusqu'à dans les lois, on va le voir, des lois qui entourent le syndicalisme, ben en fait, le syndicalisme révolutionnaire, aujourd'hui, il a une influence dans tout le paysage du syndicalisme français, et ça, c'est important de le comprendre. Pour commencer, il y a quelque chose qui est décisif dans ce qu'est le syndicalisme révolutionnaire, mais surtout de ce qui nous apporte aujourd'hui. Ça va être quelque chose qui, quand on est dans le milieu militant, on en entend assez rapidement parler, on peut en entendre souvent assez parler, et sans vraiment rentrer dans le détail. Ça va être quelque chose qui s'appelle la charte d'Amiens, la CGT, et qui va être aussi, on va entendre beaucoup parler de double besogne. Alors la charte d'Amiens, la double besogne, on l'entend souvent à beaucoup de sauces, et en fait, on sait assez peu son origine, et on sait assez peu également que ça vient du syndicalisme révolutionnaire directement. Donc en fait, la charte d'Amiens, ça vient du congrès d'Amiens en 1906, tout simplement. C'est la résolution qui est prise à la fin du congrès. Et en fait, pourquoi c'est autant discuté encore aujourd'hui dans la CGT, pourquoi c'est encore ramené sur le tapis, et pourquoi c'est encore central? Parce qu'en fait, ça pose deux grands principes.
Et pour qu'on voit à peu près comment le syndicalisme révolutionnaire, en fait, il est directement présent dans la charte d'Amiens, pour moi, il faut reprendre en fait ce texte qu'on mentionne souvent sans jamais lire et essayer d'analyser un peu ce qui relève du syndicalisme et plus en détail ce qui relève de l'influence du syndicalisme révolutionnaire. Donc pour replacer le contexte, on est en 1906, on est donc en avant-guerre, on est sur une CGT donc, qui a un mot d'ordre révolutionnaire qui est assumé, on va le voir notamment à la fin de ce congrès de 1906. Et donc voilà, on est dans ce contexte-là. La CGT s'est formée en 1895, donc elle est à ses débuts, et voilà pour un peu situer. Et là, sort le congrès de 1906, et sort à l'issue du congrès de 1906, un texte qui, à la fois est un compromis, mais qui montre quand même la nette influence de ce qu'on appelle les syndicalistes révolutionnaires dans la CGT. Donc, le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte des classes qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Donc là, on est sur un constat qui est révolutionnaire, qui est un constat de lutte des classes, mais qui n'est pas spécifique à ce moment-là aux syndicalistes révolutionnaires. Alors, on est en 1906, il y a déjà des écoles marxistes, il y a déjà eu la Commune, donc bon, on est sur quelque chose qui est encore assez commun en fait à toutes les composantes de la CGT, quasiment à l'époque. Ensuite, le Congrès précise par les points suivants cette affirmation théorique. Dans l'œuvre revendicative quotidienne, le syndicat poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Alors là, sur cette présentation, on est plus sur les tâches qu'on pourrait attribuer plus classiquement en fait au syndicalisme. Même en théorie, des syndicats comme la CFDT ou FO pourraient revendiquer cette pratique du syndicalisme, c'est-à-dire l'amélioration quotidienne de la vie des travailleurs. Donc jusqu'ici, on a la CFDT et FO même qui pourraient se retrouver. Mais cette besogne n'est qu'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui peut ne se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Là, on a perdu la CFDT et FO, je vous confirme. Et là, on arrive peut-être au passage le plus important, c'est il préconise comme moyen d'action la grève générale. Et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Donc là, cette dernière phrase, elle est décisive et elle est extrêmement importante à noter pour comprendre ce que c'est à l'époque, en 1906, l'influence du syndicalisme révolutionnaire dans cette charte d'Amiens. Alors la charte d'Amiens, on la retient souvent pour une autre chose, dont on va parler plus tard, mais en tout cas, c'est un des éléments les plus décisifs de cette charte. C'est vraiment, quand on parle de groupement de production et de répartition base de réorganisation sociale, là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose qui va unifier toutes les écoles socialistes, toutes les écoles socialistes, qui va unifier toutes les composantes de la CGT. On est sur une vision théorique extrêmement précise et qui est aujourd'hui, dans le paysage politique et syndical, assez réduite, on va dire, comme vision. On a notamment une phrase de Pelloutier. Alors Pelloutier, c'est un grand militant de la CGT, mais c'est également un des grands théoriciens avec Émile Pouget du syndicalisme révolutionnaire, et qui explique un peu, on va dire, ce qu'on pourrait entendre par groupement de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Donc il dit, elle ne débouchera pas sur un pouvoir socialiste, mais sur une société de type absolument nouveau, reposant sur la libre association de producteurs. C'est ce que la grève générale, devant être une révolution de partout et de nulle part, la prise de possession des instruments de production devant s'y opérer par quartier, par rue, par maison. Pour ainsi dire, plus de constitution possible d'un gouvernement insurrectionnel. Donc là, gouvernement insurrectionnel, c'est une référence directe à la Commune de 1871 notamment. Et en fait, il faut comprendre que dans ce texte, il vise ce qu'il estime ses adversaires, on va dire idéologiques, dans la CGT. Ou d'une dictature prolétarienne, alors là c'est peut-être même encore plus visible, il parle en fait clairement des marxistes. Plus de foyers à l'émeute, plus de centres à la résistance. L'association libre de chaque groupe de boulangers dans chaque boulangerie,
de chaque groupe de serruriers dans chaque atelier de serrurerie, en un mot, la production libre. Il y a aussi une autre formulation qui est importante dans cette phrase, c'est la révolution de partout et de nulle part. Donc cette phrase, elle a un peu une visée poétique, mais elle veut surtout dire qu'en fait, révolution de partout et de nulle part, ça implique qu'il n'entend pas une révolution par le haut en particulier, et c'est ça particulièrement ce qu'entend Pelloutier. Alors, il parle d'association libre de chaque groupe boulanger dans chaque boulangerie, de chaque groupe de serrurier dans chaque atelier de serrurerie. On est sur quelque chose qui pourrait ressembler à de la coopérative, mais il ne faut pas non plus pleinement le confondre dans les coopératives, parce que les coopératives, ça peut prendre plusieurs formes, que ce soit à l'époque. Par exemple, il y avait des coopératives qui étaient très loin d'être sur des modèles révolutionnaires, et même aujourd'hui, bon, la coopérative, la SCOP, c'est un système qui parfois peut être le fruit de luttes, peut être issu de luttes syndicales, comme ça peut être le cas des camarades de 1336, donc qui travaillaient pour le groupe Éléphant, en fait, un fabricant de thé, et qui, après 1336 jours de lutte, ont fondé leur coopérative. Mais ça peut aussi être quelque chose, une SCOP, qui se dilue tout à fait, totalement, naturellement, en fait, dans le capitalisme. Et donc, en fait, le système de coopérative, il faut pas se contenter de la fin pour se dire, en fait, ils veulent juste faire des coopératives. C'est extrêmement important de visualiser le début de la phrase, c'est que ça sort d'une grève générale, et en fait, c'est pour construire la société autour, et entièrement autour, et c'est surtout ça l'aspect important, de ce système de production. Voilà. Donc aujourd'hui, la charte d'Amiens et cette vision du syndicalisme, elle est présente aujourd'hui. La double besogne, c'est quelque chose qui est pratiqué et qui est dans nos statuts et qui est dans la pratique et qui vit de la pratique de énormément de militants de la CGT, de tous les militants de la CGT. C'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'est-ce que la double besogne? Parce que j'ai attendu pour la présenter. La double besogne, c'est, comme j'ai dit, quelque chose sur lequel on pourrait presque se retrouver, en tout cas en théorie, c'est on va lutter pour le salaire, on va lutter pour défendre nos intérêts immédiats. Et donc ça, c'est la première partie de la besogne. C'est d'ailleurs souvent, bon, ils aimeraient bien qu'on se contente que de cette partie de la besogne. Et encore, hein, en réalité, ça les embête déjà. Mais en tout cas, ils veulent surtout pas la deuxième partie, la deuxième besogne. La deuxième besogne, c'est quoi? Et elle est au centre de l'activité de la CGT. C'est de dire qu'on veut une transformation de la société, du système de production entier. Et aujourd'hui, ce bâtiment tel qu'il est, la Bourse du Travail, et l'UD, elle n'existerait pas, l'Union départementale de la CGT, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de constat, quasiment, parce qu'en fait, elle relève de ce qu'on appelle l'interprofessionnel à la CGT. C'est-à-dire que, oui, on lutte dans notre boîte, on lutte dans notre entreprise pour avoir des augmentations de salaire, mais ensemble, on sait que, un, ça ne suffit pas, et de deux, que c'est qu'ensemble, en fait, qu'on va pouvoir obtenir des avancées concrètes, au quotidien. Enfin, au quotidien, mais également dans l'avenir. Alors, dans la pratique de la CGT, j'ai dit que tous les militants suivaient. Alors, on a déjà pu avoir des déclarations, des choses qui allaient à l'encontre, mais notamment, je pense à une phrase, notamment que j'ai lue dans un livre de Stéphane et qui m'a fait un peu sourire, rétrospectivement, qui a notamment été dit par Thierry Lepan, qui a été un ancien secrétaire général de la CGT, et qui dit « Il n'existe à la CGT aucune opposition de principe face au patronat. L'entreprise est une communauté composée de dirigeants et de salariés. Là encore, je regrette que les actionnaires fassent figure d'éternel absent, et ces deux populations doivent pouvoir réfléchir et agir ensemble dans l'intérêt de leur communauté. » Alors ça, c'est pas représentatif de la CGT en réalité. Thierry Lepan n'a pas fait très long feu à la CGT par ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Mais quand on entend ça, on peut se dire, ça a changé la charte d'Amiens en 100 ans. En réalité, il y a beaucoup de gens qui incarnent cette charte d'Amiens, et en fait, syndicalisme de masse égale plusieurs lignes théoriques. Cette ligne de conciliation face au patronat, elle est majoritaire à la CFDT, elle est majoritaire à FO, elle est majoritaire à la CFDC, elle est certainement pas majoritaire à la CGT, et ça, il faut bien en avoir conscience aujourd'hui. Et la CGT aujourd'hui, et l'interprofessionnel entièrement, est tiré de cette double besogne. La double besogne, ça implique d'être contre le syndicalisme de service. C'est-à-dire qu'en fait,
quand on reçoit une personne, qui a un problème, oui, on va l'aider, mais l'idée, c'est pas juste d'être un bureau RH qui résout les problèmes quand il y en a et qui va finalement se contenter de prendre des cas, de leur dire bon, on a résolu, on n'a pas résolu, on a résolu, on n'a pas résolu. Ça, c'est certainement pas le but de l'action CGT. Ça peut être une dérive parfois, mais ça doit jamais l'être. On doit toujours avoir vocation de, oui, résoudre les problèmes individuels, mais pour mettre, pour mettre nos collègues en action, pour les inclure dans une lutte plus grande, d'abord dans l'entreprise, d'abord avoir des revendications offensives, et pas simplement qu'on nous paye, s'il vous plaît, et qu'on évite de trop nous tabasser au travail, mais également d'avoir des vraies augmentations de salaire, des vraies augmentations, des vraies améliorations des conditions de travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et ensuite, et là encore un élément important du syndicalisme CGT, c'est important de les mettre en action dans la lutte interprofessionnelle. Le deuxième grand principe, je vais y venir, ça va être l'indépendance. La charte d'Amiens, souvent, est même plus réputée pour ce point. Alors en fait, en particulier, l'indépendance de la CGT vis-à-vis des partis politiques, on n'attend pas la charte d'Amiens, on la retrouve dès sa création en 1895. Mais la charte d'Amiens est plus souvent utilisée à cette fin de on doit rester indépendant des partis politiques. Alors cette séparation, elle n'a pas simplement un point de vue pratique ou légal, elle a un point de vue vraiment théorique que défend notamment, qui explique notamment Pouget, donc il parle d'agglomérat confédéral pour parler de la confédération, et il dit qu'il doit s'effectuer en dehors de toutes les écoles politiques, et il dit que ça ne doit pas être un prolongement de ce qu'il appelle le démocratisme. Je vais pas faire toute la phrase parce que ça serait très long, mais il explique bien qu'en fait le plan parlementaire, le parlementarisme et ce qu'il appelle le démocratisme, c'est quelque chose qui va servir l'opinion, et à l'époque, pour lui, la CGT, ça doit servir les intérêts de la classe uniquement. Et dans l'analyse de Pouget, quand vous essayez d'influencer l'opinion, en fait, vous essayez d'obtenir les voix de tout le monde. Alors que lui, nous, on doit défendre notre classe, et ça, pour lui, le parlementarisme ne peut pas le faire, et même il critique les écoles du socialisme qui prétendent pouvoir concilier les deux. Et ça, c'est un des points importants de la charte d'Amiens. Ensuite, pour revenir à une pratique plus actuelle, le rôle du syndicat face au parti, il se pose pleinement aujourd'hui. Et notamment, la charte d'Amiens a été rediscutée de tous les côtés et redevenue un peu dans la CGT. Quand la CGT, elle a dû prendre, et elle a pris une décision très ferme sur, à l'été, après la dissolution, et sur le nouveau Front populaire. Elle a décidé, et c'est très important de souligner cette nuance, de défendre le programme du nouveau Front populaire, parce que c'était à ses yeux un des moyens d'atteindre ces revendications qui étaient déjà les siennes. Ça, c'est important, et c'est important aussi de le comprendre quand on militait, quand on était là pour défendre, non pas le nouveau Front populaire, ces candidats qui pouvaient avoir des accords avec d'autres candidats, etc., mais des désistements face à d'autres candidats, mais un véritable programme qui était en réalité assez proche de celui qui était la CGT. Là, pour parler au nom du collectif jeune, nous, le collectif jeune, on a été pleinement en fait investi dans cette campagne, parce qu'en fait, on arrive à un élément post-dissolution. Alors, c'est un événement qui a été très particulier, y compris pour le collectif jeune, parce qu'en fait, on parle de 10 personnes qu'on avait en réunion à veille de dissolution. On se retrouve à 30 personnes. Il y a un énorme besoin lendemain de dissolution, pardon. On se retrouve à 30 personnes. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient militer, qui avaient peur en fait de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et l'important, ça va être, oui, ils viennent autour d'un sujet, autour d'une échéance électorale, mais nous, on est la CGT. Et donc l'idée, ça va être non pas de faire comme si on n'était pas pleinement investi sur cette campagne. Il y a eu des tractages tous les jours sur parfois 3 à 4 stations de métro en même temps, mais également de les mettre en action pour les faire rester, pour les faire s'investir dans leur entreprise. En fait, on les met en action, oui, dans une échéance électorale, mais nous, on est un syndicat, on les met en action sur une lutte qui va être syndicale. Et ça c'est extrêmement important de comprendre que la CGT, elle n'est pas en fait à la remorque des partis dans son action. D'ailleurs, techniquement, c'est Sophie Binet qui a la première demandé en fait à faire Front populaire à ce moment-là. Sophie Binet, c'est la secrétaire générale de la CGT au niveau national. Et donc, c'est important
d'avoir cette nuance. Ce qu'on tire aujourd'hui encore de cette charte d'Amiens et de la création de la CGT, de cette période-là, ça va être l'indépendance vis-à-vis d'être parti. Et je veux revenir sur un point que j'ai volontairement passé très vite pour revenir dessus, parce que pour moi, je l'estimais trop important pour simplement l'intégrer à mon développement, c'est le rôle de la grève générale dans le syndicalisme révolutionnaire. La grève générale dans le syndicalisme révolutionnaire, elle a un point qui est central, parce que c'est pas seulement un moyen extrêmement radical, c'est une finalité. C'est une finalité, en tout cas, dans la phase dite de résistance que j'évoquais quand je disais groupement de résistance. Ça va être la finalité, puisque pour le syndicalisme révolutionnaire, la méthode principale de renversement du capitalisme, c'est ce qu'on va appeler la grève générale expropriatrice. Donc la grève générale expropriatrice sera un mouvement, sinon violent, du moins actif, tendant à annihiler, c'est super dur à dire, soyez indulgents, la résistance du capitalisme et de ses moyens de coercition. Pour cela, il évitera de prendre la forme d'une insurrection, là encore c'est une référence notamment à la commune, mais pas seulement, trop facilement réductible militairement, ou d'une épreuve de force financière qui verra nécessairement la défaite du prolétariat. Et là, c'est extrêmement important de la phrase, parce qu'en fait, il va dénoncer la lutte, on va dire, purement économique. Le syndicalisme révolutionnaire, ça va être entre les deux, ça va être utiliser la grève générale, mais utiliser aussi des moyens qu'il qualifie d'actifs, on va dire, pour prendre le contrôle et rentrer en fait en gestion des moyens de production à ce moment-là. Donc la grève générale, c'est quelque chose qui, à l'époque, est extrêmement décisif dans la vision des syndicalistes révolutionnaires, mais sans elle, peut-être la grève générale expropriatrice, elle est encore extrêmement présente à la fois dans la CGT, mais peut-être aussi dans l'imaginaire de la CGT, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir une lutte importante, on entend le systématique, la grève générale. Et donc ça va être un enjeu particulier, parce qu'il y a aussi Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans de ça, qui dit quand il y a une grève dans ce pays, plus personne ne s'en aperçoit. Et donc là, on va arriver sur les difficultés qu'on peut rencontrer peut-être pour arriver notamment à des mouvements de grève massifs. Pourquoi aujourd'hui la grève générale, elle est encore extrêmement utilisée, on va dire, en théorie, mais elle est extrêmement, elle est assez difficilement mise en place dans les grands mouvements interprofessionnels. On va arriver sur ce point. Notamment, il y a un article très intéressant sur rapport de force où il y a un sociologue qui s'appelle Baptiste Géraud qui dit « Il y a un décalage entre les moyens que la CGT peut réellement mettre à disposition pour rendre la grève possible et la rhétorique de la grève qui est abondante dans les congrès par exemple. » Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que aujourd'hui, quand on est dans des mouvements sociaux, il y a toujours la question de la grève générale qui revient, mais il faut aussi se poser la question de quels moyens on met en place pour la grève générale. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important aujourd'hui, à cette phase. Aujourd'hui, on est 600 000 syndiqués. À la fois, c'est énorme, mais en même temps, il y avait des millions de syndiqués au début du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour se donner les moyens d'avoir à nouveau une grève générale et une grève générale efficace pour mettre en recul et y compris être offensif dans une période où on se fait en fait dézinguer par les réformes néolibérales. Pour moi, mais également pour beaucoup à la CGT, aujourd'hui on doit rentrer dans une phase de construction des collectifs, des structures syndicales. Ça doit être extrêmement important et on doit se renforcer. Et on ne doit pas seulement voir le renforcement juste comme un moyen en fait de renforcer l'armée et puis après on l'amènera vers une lutte. Non, en fait c'est dans la lutte qu'on doit se renforcer parce qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas se contenter comme on n'est pas des syndicalistes de service, on ne peut pas se contenter d'être 3 et de faire tourner des syndicats. Aujourd'hui on doit être beaucoup plus offensif sur tout un tas de choses. On doit reconstruire aussi tout ce qu'on avait à la CGT, notamment ici aux bourses de travail, sur des aspects de convivialité, de contre-culture, et qu'on essaye de reconstruire. Et pour ça, ça implique d'avoir des militants, mais ça implique aussi de convaincre. Et donc, c'est extrêmement important de mettre en action autour d'un projet. Et c'est... Pardon, excusez-moi.
Et donc voilà, c'est extrêmement important que le syndicaliste ne doit pas juste être faire des adhésions, ne doit pas juste être dans son entreprise, adhérer à son syndicat. Quand on adhère à son syndicat, l'idée, ça doit être de pouvoir être intégré dedans, de pouvoir lutter, parce que bon, le bulletin d'adhésion, c'est bien, hein, ça rapporte de l'argent, mais en fait, fondamentalement, c'est beaucoup plus utile un syndiqué qui, vient aux réunions de son syndicat, qui prend les décisions avec son syndicat, qui se met en grève avec les autres syndiqués et qui là réellement pèse. Parce que le patron, il n'est pas au courant, hein, du nombre d'adhésions. Par contre, il est en réalité très rapidement au courant de combien il y a de personnes dans les AG, il est très rapidement au courant du nombre de grévistes, il est très rapidement au courant du nombre d'euros qu'il est en train de perdre parce que sa ligne de production ou son commerce, il est bloqué. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Aujourd'hui, pour moi, en interprofessionnel, on doit vraiment tout faire pour créer, pour se renforcer et pour créer voilà, des collectifs à même de mener des luttes de plus en plus émancipatrices, de plus en plus massives, et c'est aussi ça le sens de la double besogne. Pour revenir aux bourses du travail, historiquement, les bourses du travail, elles sont au centre de la doctrine syndicaliste révolutionnaire. C'est extrêmement important de le comprendre. C'est le syndicalisme révolutionnaire qui va le plus les théoriser. Alors, sans rentrer dans les détails, la CGT est même issue en réalité de la fusion, notamment de la Fédération des bourses du travail. Donc, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi la bourse du travail, en fait, elle est au centre du syndicalisme révolutionnaire. La bourse du travail, déjà, ça va être évidemment un lieu où on va pouvoir s'organiser, on va pouvoir mener les luttes, mais ça va être beaucoup plus que ça. En fait, la bourse du travail, ça va être un lieu de convivialité, de contre-culture. L'idée, c'est que le travailleur, par exemple de Haute-Garonne, il doit pouvoir militer dans la bourse du travail, mais il doit pouvoir s'instruire à la bourse du travail, il doit pouvoir même, il y avait des épiceries solidaires dans certaines bourses du travail, faire ses courses dans des coopératives liées aux bourses du travail. En fait, la bourse du travail, elle est au centre de la vie du travailleur à ce moment-là. Et ça rejoint un peu l'idée du groupement de base de la réorganisation sociale, le syndicat comme un groupement d'organisation. Je vais y arriver. Et donc voilà, c'est extrêmement important. Et je vais ensuite développer plus spécifiquement un des points qui était central à ce moment-là dans la bourse de travail, c'était l'enseignement professionnel et la formation en général, parce qu'elle n'était pas seulement professionnelle. À ce moment-là, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais on va voir qu'il y en a des héritages aujourd'hui, dans les bourses du travail, une pratique massive de la formation professionnelle, avec des cours où on apprenait des métiers dans les bourses du travail. Il y avait une pratique massive de formation, de formation qui pouvait être théorique, mais qui était directement fait aux travailleurs. Et cette pratique, elle est extrêmement importante parce qu'elle sert à deux choses. Déjà, elle sert à, émanciper les travailleurs qui sont aliénés par le capitalisme. Donc, Louis Niel disait « Cette éducation doit par ailleurs se centrer sur les analyses économiques et sociales produites au sein des seuls syndicats et bourses. » Conclusion, et ça c'est extrêmement important, en fait on doit défendre notre analyse de la société, et donc ça permet aussi de contrer, on va dire, le narratif qui pouvait être, parce qu'il faut resituer, qui pouvait être enseigné dans les écoles à l'époque de la Troisième République. En réalité, la question se pose exactement pareil. Et Pelloutier disait, lui, « Que manque-t-il à l'ouvrier français? Ce qui lui manque, c'est la science de son malheur. » Donc voilà, la bourse du travail comme un sortir du récit et de l'aliénation capitaliste pour aller vers une éducation populaire qui permet aux travailleurs de s'émanciper, d'être réellement conscients de comment est traité leur travail, de comment leur travail est volé par le système capitaliste. Et deuxièmement, donc, la suite logique, c'est que dans la vision des syndicalistes révolutionnaires, il y a aussi construire les hommes et les femmes de demain, donc dans la logique du syndicalisme comme base de réorganisation sociale. Donc, Pouget disait « Les besoins sociaux n'étant plus les mêmes qu'en période capitaliste, on ne se préoccuperait pas dans ces écoles de faire explorer des magistrats, des notaires et autres spécimens des espèces malfaisantes disparues, mais de faire des hommes industrieux, ça veut dire habiles, c'est un terme littéraire, à l'intelligence ouverte, au savoir judicieux et capable d'être utiles à eux-mêmes et à leurs semblables. »
Pelloutier disait, lui, nous sommes les amants passionnés de la culture de soi-même. La mission révolutionnaire du prolétariat éclairé est de poursuivre plus méthodiquement, plus passionnément que jamais, l'œuvre d'éducation morale, administrative et technique nécessaire pour rendre viable une société d'hommes fiers et libres. Alors, là, après avoir sorti les mots poétiques et barbares, concrètement, qu'est-ce qu'ils entendaient par là? Déjà, dans les bourses de travail, à l'époque, il y avait aussi des bibliothèques. Des bibliothèques qui étaient construites avec l'idée de faire accéder aux travailleurs de la région un savoir et quelque chose auquel ils n'auraient pas eu forcément spontanément ni accès, ni l'idée même de chercher à en avoir l'accès. Aujourd'hui, ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on doit vraiment cultiver. Avec l'IHS, là encore, nous, le collectif jeune, on est en train justement de travailler, de construire l'idée qu'il y ait à nouveau une bibliothèque. Quand on entend bibliothèque, c'est-à-dire pas simplement un meuble à l'arrière qu'on sait qu'il est là, mais voilà, mais une bibliothèque consultable, une bibliothèque où on peut emprunter des livres et on peut réellement s'instruire sur tout un tas de sujets. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous de faire revivre dans les pratiques de la bourse du travail et donc dans les pratiques de la CGT. Mais aussi, ça questionne plus globalement la question de la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus à la CGT, la notion de former à des métiers. Pour le coup, je ne vais pas annoncer que c'est un de nos projets avec l'IHS. On ne va pas apprendre à refaire de la menuiserie à la bourse. Ce n'est pas prévu d'ici demain. Mais pourquoi il y avait cette vision? C'est parce qu'en fait, il faut vraiment imaginer que la formation professionnelle et la formation à des métiers, quand elle est gérée par le capitalisme, elle a le but du capitalisme. Et si vous avez suivi, le but du capitalisme, il n'y en a qu'un seul, c'est de faire du profit. Et on peut prendre par exemple, je parlais avec un de mes camarades dans le bâtiment, il m'expliquait que quand vous êtes formé dans l'apprentissage à, par exemple, faire de l'isolation, on vous explique comment il faut faire la méthode que vous allez appliquer tous les jours, mais on vous explique que, la méthode, ce n'est pas la plus efficace, et de deux, qu'elle est potentiellement, on va sûrement se rendre compte qu'elle est cancérigène, mais pour l'instant, ce n'est pas interdit. Donc, en fait, on apprend que ce qu'on fait, c'est ni ça correspond à des besoins sociaux, aux besoins sociaux, et en plus, c'est dangereux pour notre santé. Mais on l'apprend, pourquoi? Parce qu'en réalité, ça sert une logique qui est celle du profit. Et en fait, on va dire émanciper la formation professionnelle du capitaliste, c'est-à-dire l'appréhender du point de vue de l'intérêt des travailleurs et donc du point de vue des besoins sociaux des travailleurs. Ça, c'est un élément qu'ils avaient à cœur aujourd'hui et qu'il faut prendre à bras-le-corps. Alors peut-être que, bon, aujourd'hui, on est arrivé à une échelle trop grande pour que les murs de la bourse du travail puissent supporter cette tâche. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur l'enseignement supérieur qui est aujourd'hui complètement détruit et qui est aujourd'hui complètement tourné vers la logique capitalisme. Alors on se retrouve avec des facs d'histoire où les conseils d'administration sont dirigés par des patrons d'Airbus. Évidemment, ils ne sont pas trop d'accord avec comment c'est. Enfin, on doit à tout prix aller... l'apprentissage aussi qui est complètement aujourd'hui tourné vers une logique purement productiviste. Moi, j'en veux la preuve. Donc, je suis délégué syndical dans un Leclerc. Donc, je travaille sûrement dans ce Leclerc aussi. Je ne suis pas que délégué syndical. Et donc, en fait, quand on travaille avec des apprentis, ils font à peu près tout, sauf ce pourquoi ils sont apprentis. Et alors, le capitalisme ayant beaucoup d'imagination, par exemple, quand vous faites un master en marketing et vous faites de l'apprentissage à Leclerc, ben quand vous faites de la caisse, vous faites de la fidélisation client. Voilà. Et en fait, on voit totalement que l'apprentissage, ils ont trouvé ça super parce que ça leur permet d'avoir des salariés à moindre coût. En plus, ils sont super sages parce que leur chef, c'est aussi leur tuteur, il les note. Donc c'est super pratique parce qu'ils du coup, ils disent rien. Et donc, c'est extrêmement important aussi d'imaginer la formation professionnelle comme faisant partie de la question du travail, parce qu'en réalité, elle est elle-même complètement traversée par les logiques de production du capitalisme. Et on voit qu'à l'époque déjà, il y avait vraiment cette volonté d'avoir une formation, on va dire, par les travailleurs de leur propre métier. Voilà.
je voulais donc, pour un peu conclure mon intervention et laisser la parole à Stéphane. Donc, aujourd'hui, le syndicalisme révolutionnaire, il est plus directement, il guide plus directement, on va dire, en tout cas, en tant que tel, la pratique de la CGT. Mais en fait, on voit que dès qu'on est à la CGT, on entend très rapidement parler de double besogne. Et en fait, surtout, quand on est à la CGT, c'est généralement parce qu'on se dit, même si on ne sait pas ce que c'est la double besogne, le mot est bizarre, on se dit, en fait, on ne veut pas juste que mon salaire il augmente de 30 balles. En fait, aujourd'hui, la lutte syndicale, et on le voit dans le cadre de la réforme des retraites, on le voit dans le cadre de la période NFP, en fait, elle prend, en fait, elle est extrêmement importante. Le travailleur, il passe un tiers de son temps au travail, et en fait, la lutte syndicale, c'est une lutte d'émancipation des travailleurs globalement, et ça, aujourd'hui, je pense que notamment les jeunes, quand ils rejoignent la CGT, ils en ont pleinement conscience. Ils sont généralement rentrés sur la brutalité de la bourgeoisie quand on leur a dit d'aller se faire foutre alors qu'ils étaient dans la rue pour la réforme des retraites. Ils sont rentrés sur les questions, notamment de la lutte contre l'extrême droite, où ils voient qu'il y a un danger qui est imminent, qui se précipite, et ils voient que la solution, elle viendra pas de ce qu'a appelé le démocratisme, notre cher Émile Pouget. Et ils sont également rentrés, et à ce moment c'est extrêmement important, sur des fondements internationalistes, notamment anti-impérialistes, avec notamment les massacres qui peuvent être le génocide, pardon, qui est encore actuellement à Gaza. Et donc, toutes ces questions, en fait, elles sont au centre d'un syndicalisme qui n'est pas un syndicalisme purement d'entreprise, qui n'est pas un syndicalisme purement de service, qui est un syndicalisme qui se pratique à la CGT, parce qu'en fait, il vient de ses 130 ans d'histoire, il a été à ses racines, il a été pendant 130 ans au centre de son action, et aujourd'hui, pendant 130 ans, on va encore faire visiter ce syndicaliste-là, ce syndicaliste qui ne se contente pas, en fait, du quotidien et de penser à son salaire immédiat. Il le fait, mais aussi il pense au lendemain et à comment on va pouvoir globalement s'émanciper dans le travail et s'émanciper du capitalisme. Et donc, j'aimerais que s'il y a encore des gens qui sont non syndiqués dans cette salle, ils n'auront pas le droit, les portes se fermeront, je vous informe. Il y a des bulletins d'adhésion vont tomber du ciel jusqu'à ce que vous les ayez remplis. Sur ce, je vais laisser la parole à Stéphane. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, il ne me reste plus grand-chose à dire, donc je vais peut-être m'en aller tout de suite. Alors, j'espère quand même que dans 130 ans, ce sera peut-être le syndicalisme révolutionnaire qui sera au pouvoir. Oui. Alors, l'idée, c'était, en quelque sorte, ça a été expliqué dans l'intervention liminaire, d'essayer de faire le lien entre le passé et le présent. Et donc, ce que je vais essayer de faire rapidement, pour vous laisser aussi la parole, c'est faire ce lien, c'est-à-dire revenir sur ce qu'est historiquement le syndicalisme révolutionnaire et ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, c'est peut-être justement ce que le syndicalisme a eu tendance, à mon sens, à devenir entre la fin du XXe siècle et nos jours, c'est-à-dire ce que j'appelle un syndicalisme recentré. Je reviendrai sur cette idée. Pour moi, entre les années 80, la fin des années 70 même, et les années 2000, voire un peu au-delà, le champ syndical français a connu ce que j'appelle un recentrage, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné au fond de cette matrice du champ syndical français, qu'est le syndicalisme révolutionnaire, matrice de la CGT en particulier. J'en profite pour dire, entre parenthèses, et ça me semble être aussi un des intérêts de parler de ce syndicalisme-là, c'est qu'au fond, en France, il n'y a que, pour moi, 2 grandes propositions de syndicalisme. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 8. Je dis qu'il n'y en a pas 8 parce que, comme vous le savez, il existe 8 organisations qui prétendent être de représentation nationale. Ces 2 grands modèles, le premier, c'est bien sûr celui de la CGT. Celui de la CGT qui s'est construit précisément sur les bases, sur les racines, qui sont celles du syndicalisme révolutionnaire. Je préfère d'ailleurs ce terme, c'est une autre petite parenthèse rapide, je préfère ce terme-là à celui de syndicalisme de transformation sociale. Pour une raison toute simple, qui est que
il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai relu les statuts de la CFDT, et il est écrit cette phrase dans les statuts de la CFDT, qui ont été revus en 2014, la CFDT est un syndicalisme de transformation sociale. On peut douter qu'il soit révolutionnaire, mais en tout cas, il se dit de transformation sociale, donc pour se différencier, il est peut-être de bonne méthode de revenir à certains fondamentaux. Alors là encore, pour situer les choses, je suis moi-même quand même, il faut par honnêteté le préciser, donc je suis moi-même syndiqué à la CGT, même si je suis historien de profession, après avoir été longtemps à la FSU, et pour manier l'euphémisme, je n'ai pas d'antipathie particulière à l'égard du syndicalisme révolutionnaire. Alors, pour revenir brièvement sur l'année 1906, elle est intéressante, l'année 1906 que citait tout à l'heure Sébastien, excuse-moi, et que citait Bastien tout à l'heure, parce qu'en 1906, il se passe 3 choses, et 3 congrès, et 3 initiatives. La première, tu l'as rappelé, c'est le congrès d'Amiens de la CGT, qui vote effectivement à la quasi-unanimité cette motion devenue, à partir de 1912, la charte d'Amiens. Alors, sachant par ailleurs que cette idée de dépasser le capitalisme et d'y mettre fin, elle est déjà présente dans les statuts de la CGT qui sont votés à Limoges en 1895. Mais la même année, en Angleterre, le Trade Union Congress, donc le syndicat, la grande confédération syndicale britannique, crée le Labour, c'est-à-dire le parti travailliste, avec l'idée que ce parti travailliste va servir, on crée un parti parce qu'on considère qu'il va servir à porter dans les enceintes institutionnelles les revendications du syndicat. La même année, il y a un autre congrès, c'est le congrès du Parti social-démocrate en Allemagne, à Mannheim, qui prend la décision de séparer de manière aussi hermétique que possible la revendication quotidienne portée par le syndicat et la revendication politique, ou en tout cas l'avenir politique du pays, qui serait censé être porté par le Parti social-démocrate. Donc une disjonction en quelque sorte entre d'un côté l'action quotidienne, l'action revendicative quotidienne, et de l'autre l'action politique de long terme, avec donc en point de mire une éventuelle transformation, et peut-être révolutionnaire ou pas, de la société. Et puis effectivement, ce troisième modèle, la même année, qui est celui du syndicalisme révolutionnaire, qui lui décide de faire au fond, et c'est une de ses originalités, c'est peut-être même sa grande originalité, de faire les deux à la fois, c'est-à-dire au fond ce que j'appelle un pan-syndicalisme, à savoir de préempter le champ social et le champ politique, avec comme rapport aux institutions ce que Pouget, que tu as évoqué tout à l'heure, et que j'aime beaucoup, pour ne rien cacher, appelle la pression extérieure, c'est-à-dire vis-à-vis des institutions, on ne s'en désintéresse pas, en revanche, on ne les intègre pas, et vis-à-vis d'elles, on pratique ce qu'il appelle à plusieurs reprises dans sa brochure qui présente la CGT en 1908, qu'il appelle donc la pression extérieure pour ne pas céder, comme tu le disais, ce qu'il appelle le démocratisme, le parlementarisme, qui pour lui est le contraire de la classe, c'est-à-dire qui est beaucoup trop poreux à l'opinion publique, beaucoup trop heureux aux intérêts du moment et pas suffisamment à la construction du monde du travail en tant que classe qui un jour prendra le pouvoir. Pour revenir sur ce qu'est le syndicalisme révolutionnaire dans sa matrice originelle, je me permettrai de citer quelqu'un qui n'était pas a priori syndicaliste révolutionnaire, qui a même fini, dirais-je, éditorialiste plutôt conservateur. Il s'appelle Jacques Julliard. Jacques Julliard qui, par ailleurs, a produit des travaux que j'apprécie, tout à fait intéressants sur le syndicalisme révolutionnaire. Et il donne cette définition sur laquelle je m'appuie pour essayer de mettre en avant ce qui est la centralité de cette pensée syndicaliste révolutionnaire. Je vais donc me permettre de citer Jacques Julliard, paix à son âme. Réduit à sa visée essentielle, il fut l'effort le plus systématique mené à l'intérieur du mouvement ouvrier français et même européen pour résister à la tentative d'intégration politique dont la classe ouvrière était l'objet de la part de la bourgeoisie républicaine et pour ériger en pouvoir autonome l'exclusion dont les travailleurs manuels se sentaient victimes à l'intérieur de la société. Alors pour moi, il y a 2 passages qui résument assez bien, à mon sens,
le syndicalisme révolutionnaire dans sa construction historique. Le premier passage, c'est résister à la tentative d'intégration politique. Et ça, c'est bien vu de sa part de Julliard, mais si Julliard le dit, c'est parce que Pouget l'écrit. Pouget et d'autres syndicalistes révolutionnaires expliquent, avec une conscience d'une pertinence assez frappante quand on les relit à plus de 100 ans de distance, qu'au fond, le projet permanent de la bourgeoisie républicaine est de parvenir à intégrer le syndicalisme de manière à en faire, en quelque sorte, une interface entre lui-même, entre le pouvoir, entre les institutions et le corps social, avec cette idée que, en intégrant ce champ syndical au fonctionnement de la République, ça va permettre de pérenniser en quelque sorte l'ordre dominant, le système capitaliste, dont ils sont, qu'on le veuille ou non, et en dépit des lois de progrès qui peuvent être votées notamment sous la Troisième République, dont ils sont les tenants. Et effectivement, c'est le projet. J'ai écrit il y a quelques années un livre sur la loi de 1884 que vous connaissez sans doute, à savoir cette loi qui légalise enfin, avec beaucoup de restrictions d'ailleurs et de limites, le fait syndical. Et quand on relit les débats parlementaires de l'époque, c'est formidable. C'est formidable parce qu'il nous explique exactement ce qui, au fond, n'a été réussi ou en partie réussi par cette bourgeoisie qu'arrivé à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire, tout simplement, que disent en substance ces débats? Légalisons le syndicalisme, puisque, comme vous le savez, pendant très longtemps, il a été pourchassé, interdit, ou en tout cas suspendu au bon vouloir du pouvoir lorsqu'il a été toléré à partir du Second Empire. Donc intégrons-le plutôt que de le réprimer. Ça sera beaucoup plus intéressant, vous verrez, dit Jules Ferry, qui est à la manœuvre avec Waldeck-Rousseau, qui a donné son nom à cette loi. On va en faire des co-constructeurs au sein du système politique. Ils vont nous servir d'interlocuteurs, ils vont nous servir de relais parmi le monde ouvrier, ils vont faire comprendre à ces ouvriers que le système économique, tout ça c'est très compliqué, que leur situation au fond, voilà, elle est ce qu'elle est, qu'on peut difficilement faire autrement. Donc ils vont nous être utiles, ils vont un peu être les idiots utiles de la République. Un peu comme Bayrou cherche aujourd'hui à faire des syndicats les idiots utiles sur cette question des retraites. Et ce projet-là, il est justement... il est mis à mal par la construction du syndicalisme français sur les bases du syndicalisme révolutionnaire, parce que c'est tout le contraire, c'est-à-dire la résistance à cette intégration. Et Pouget, dans son opus sur la CGT, décrit notamment un épisode qu'il chiffonne beaucoup, parce que c'est vrai qu'il a eu un écho assez certain. Un socialiste dissident qui s'appelait Alexandre Millerand, qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, cherche à mettre en place des dispositifs qui sont précisément des dispositifs qu'on appellerait aujourd'hui de dialogue social. Intégrer des représentants des syndicats dans des comités du travail, mettre en place, il essaie de le faire, alors ça ne marche pas pour diverses raisons, les patrons n'en veulent pas, la CGT non plus, de mettre en place une loi qui serait censée prévenir les grèves. Et c'est assez formidable parce que parfois on croirait presque être confronté à la loi Larcher de 2007, que vous connaissez sans doute. Et quand je disais tout à l'heure que finalement ce rêve que forment les républicains de la fin du 19e siècle, c'est ceux de la 5e qui finalement, au terme de tout un processus que je n'ai pas le temps de décrire, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, qui parvient au fond à exaucer d'une certaine manière ce vœu qui était ce vœu des républicains de la Troisième République. Malheureusement pour eux, le syndicalisme dominant se construit sur les bases du syndicalisme révolutionnaire. Rejoint par un autre assez vite d'ailleurs, et ça me permet de faire le lien avec ce que je disais en préalable, à savoir que pour moi il n'existe que deux propositions de syndicalisme, celui de la CGT sur les bases historiques et sur les racines de ce syndicalisme révolutionnaire, et la proposition de culture chrétienne, qui est tout aussi ancienne ou presque, qui est une forme de proposition de syndicalisme dont on peut considérer qu'elle a sa légitimité, qui consiste à construire la paix sociale, alors,
qui consiste à faire un peu ce que disait Thierry Lepan, même si Thierry Lepan n'était pas à la CFDT. Ce que la CFDT fait aujourd'hui, hein, c'est cette matrice-là de syndicalisme, qui est l'autre proposition qui se construit en même temps, parallèlement à celle du syndicalisme révolutionnaire. Donc j'ai résisté à la tentative d'intégration et, par conséquent, construire un pouvoir autonome. C'est le deuxième extrait de la citation de Julliard que je retiendrai. Un pouvoir autonome. Et l'idée d'autonomie, effectivement, elle est centrale dans la perspective du syndicalisme révolutionnaire. Elle est centrale, mais pour être centrale, il faut qu'elle se décline de différentes façons. Il faut qu'elle ait les moyens d'exister, cette autonomie. Qu'elle ait les moyens de vivre. Lesquels? L'autonomie, ça veut dire pour moi d'abord un projet utopique. Et l'utopie n'est pas un gros mot de mon point de vue. Au contraire, il a une noblesse indéniable. Construire un projet politique. Voilà, construire un projet politique que Pouget et Pateau, ça vous dit peut-être quelque chose, un électricien qui, au début du siècle, a plongé une fois ou deux Paris en partie dans le noir et qui était devenu pour la grande presse le roi Pateau. C'était une des figures de proue de ce mouvement, et qui coécrit donc avec Émile Pouget un ouvrage qui s'intitule « Comment nous ferons la Révolution », qui date de 1909, et donc dans lequel ils décrivent, alors bien sûr avec, avec les aspects conjoncturels qui sont tout à fait logiques, à savoir que leur ouvrage commence par une description de la grève générale qui démarre évidemment par les ouvriers du bâtiment, qui à l'époque sont les plus, on va dire, les plus mobilisés, les plus enclins à la pratique gréviste, puis petit à petit ça se diffuse à l'énergie, au transport, etc. Au terme de quoi, hein, je résume rapidement, au terme de quoi les patrons doivent rendre les clés des usines, et le monde nouveau apparaît, hein, sous la férule des syndicats, du mouvement ouvrier, pour faire simple. Mais ce projet, et c'est là où l'utopie elle a sa fonction, qui n'est pas qu'utopique, parce qu'on a des textes où, à plusieurs reprises, les syndicalistes révolutionnaires expliquent, à mon sens de façon très moderne, qu'avoir un projet, ça n'est pas seulement penser la société du lendemain, c'est-à-dire ça n'est pas seulement penser la société d'après le capitalisme, c'est aussi se prémunir contre, ce que je disais tout à l'heure, contre les tentatives d'intégration du pouvoir politique, du pouvoir bourgeois. Parce que, disent-ils, finalement, si, Pouget le dit dans sa brochure, si jamais on ne revendique que pour le beefsteak, mais c'est bien sûr tout à fait légitime, y compris de son point de vue, ça va nous limiter. Ça va nous limiter, et à un moment ou à un autre, on va finir par entrer dans un processus d'intégration qui va faire de nous des supplétifs du pouvoir en place. Et avoir un projet, c'est au contraire donc avoir cette perspective qui fait qu'on ne va pas, en quelque sorte, à un moment ou à un autre, se vautrer dans l'institutionnalisation, mais qu'on va s'en servir comme outil fonctionnel. Et pour moi, le syndicalisme révolutionnaire, par la voie de son projet, c'est un peu comme une montagne qu'on gravirait par ses deux versants, celui de la revendication quotidienne et celui qui consiste à se prémunir et établir aussi un projet, donc la fameuse double besogne, et en même temps donc se prémunir, précisément pour accomplir cette double besogne, se prémunir de cette intégration qui nous pend au nez. Il l'écrit quasiment tel quel, il est tout à fait conscient, Pouget et ses acolytes, ils sont tout à fait conscients de cette tentation de l'intégration qui, à tout moment, peut se produire. D'ailleurs, entre parenthèses, quand je parlais de Millerand, le Conseil du travail, le trésorier de la CGT de l'époque, qui s'appelait Auguste Quefer, siège dans ce comité. Il était positiviste, on appellerait peut-être ça aujourd'hui réformiste, si on emploie un langage plus moderne. Donc l'autonomie, c'est d'abord le projet. Il ne peut pas y avoir de projet sans autonomie, et il ne peut pas y avoir de classe sans projet. C'est aussi le projet qui fait la classe. Deuxième élément, pour que l'autonomie existe, pour que le projet existe aussi, dans ces deux versants, il faut un outil. Cet outil, c'est la grève. Qu'elle soit la grève pour la revendication immédiate, ou que ce soit la grève générale, dans l'objectif donc de renverser le système capitaliste. Alors d'ailleurs, en ce qui me concerne, quand on évoque
les mouvements sociaux qui gagnent l'ensemble du territoire aujourd'hui. Je n'appelle pas ça la grève générale, j'appelle ça la grève généralisée. Pour une raison toute simple, qui est tout simplement que la grève générale, elle a un contenu politique au sens perspective révolutionnaire. Or, il me semble difficile d'appliquer à la plupart des mouvements sociaux qui soit réclament des droits, soit refusent qu'on nous en retire, on peut difficilement leur donner cette perspective, me semble-t-il. Donc l'outil, c'est celui-là. L'outil de l'autonomie, c'est la grève. C'est la grève, mais ça veut dire aussi que le lieu de l'autonomie, au fond, c'est le lieu de la construction de la grève et le lieu de la construction de la classe, c'est-à-dire le lieu de travail. Le lieu de travail, c'est l'espace prioritaire, c'est l'espace à partir duquel il faut militer, c'est l'espace à partir duquel on construit la classe, c'est l'espace à partir duquel celle-ci doit s'exprimer, revendiquer, et qui peut permettre à la CGT de ne pas être la SFIO à l'époque, le Parti socialiste, mais d'être le parti du travail, pour reprendre une expression qu'utilisent ces syndicalistes révolutionnaires. C'est aussi le titre d'ailleurs d'une brochure de Pouget. La CGT comme parti du travail. Et si elle est le parti du travail, ça ne peut pas être en investissant les enceintes parlementaires, mais en construisant la conscience de classe sur le lieu de travail et en agissant à partir de lui. L'autonomie, c'est aussi faire contre-société. Ça a été dit tout à l'heure, l'idée aussi du syndicalisme révolutionnaire, c'est au fond de proposer un contre-modèle. Mais pour proposer un contre-modèle, qui peut servir aussi d'ailleurs à éviter l'intégration aux institutions, offrir un contre-modèle, c'est offrir et mettre en action une contre-société qui peut par exemple prendre la voie des bourses du travail dont tu as parlé, qui peuvent être en effet considérées comme, de ce point de vue-là, un espace où vit cette contre-société. Alors, c'est aussi d'ailleurs en termes de fonctionnement de l'organisation syndicale, l'autonomie, c'est aussi le fédéralisme. C'est aussi le principe du fédéralisme, qui est celui sur lequel repose la CGT, qui parfois est interrogée, voire remis en question par certains qui préféreraient le caporalisme au fédéralisme. Mais en tous les cas, pour le modèle qui est celui du syndicalisme révolutionnaire, le mode de fonctionnement qui correspond à cette valeur d'autonomie, c'est le fédéralisme. Et tout ça nous mène à un syndicalisme qui, pour moi, est un syndicalisme qui se déploie sur des bases qui sont les bases à partir desquelles ne peut que surgir la résistance et la victoire, et sans elles n'existent pas. Ces bases qui permettent à un mouvement social, alors il y en a d'autres qui peuvent permettre à un mouvement social de réussir. J'essaie d'y réfléchir en ce moment, puisque je suis en train d'écrire quelque chose sur ce que j'ai appelé les grandes victoires du syndicalisme. J'ai pris quelques exemples entre 1906 et 2006, et j'ai essayé d'y trouver des points communs. Alors, je les citerai d'ailleurs brièvement si ça peut vous intéresser. Mais parmi ces points communs, ces grands points communs, il y a l'idée de transgression. Voilà. Sans la transgression, le champ militant, le champ syndical, le champ revendicatif, les mouvements sociaux se privent d'une arme essentielle, parce que sans elle, qui va avoir peur d'un mouvement social? Qui? Et sans transgression, on peut en arriver d'ailleurs, y compris, à des vocables qui, il y a peu de temps, c'est en 2022, m'ont fait bondir de ma chaise, ou plutôt de mon fauteuil devant ma télévision, lorsque j'ai entendu un responsable syndical pendant le mouvement des raffineries à l'automne 2022 parler, ça c'est typique de ce que j'appelle le recentrage du syndicalisme. Laurent Berger, pour ne pas le citer, alors qui à l'époque n'était pas encore salarié du Crédit Mutuel, mais dirigeant de la CFDT, et qui parle à propos de cette grève des raffineurs, de grève préventive. Je n'avais jamais entendu parler de ça, alors je suis peut-être naïf, mais à ma connaissance, y compris dans le champ de la recherche, on parle de grève offensive, de grève défensive, de grève préventive. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais j'ai vite compris. Qu'est-ce que c'est qu'une grève préventive? C'est une grève qui ne respecte pas le calendrier institutionnel.
Il a appelé ça une grève préventive parce qu'elle a précédé les négociations annuelles obligatoires. Et donc pour ce modèle de syndicalisme, qui est tout à fait l'inverse bien sûr de celui qui se voudrait révolutionnaire, on ne devrait pas faire grève avant de s'être engagé dans un processus institutionnel dont on doit sortir, si possible, et c'est l'objectif pour cette proposition syndicale, par un compromis qui vaut ce qu'il vaut, qui ne vaut pas toujours grand-chose entre parenthèses, mais en tous les cas qui contourne la conflictualité et qui, évidemment, contourne a fortiori toute forme de pratique transgressive. Et si on ne trouve pas un mouvement, on ne trouvera jamais, je mets quelqu'un au défi de me trouver, j'espère que ce n'est pas mon téléphone qui sonne, mais je mets au défi quelqu'un de me trouver un exemple de mouvement social qui réussit sans transgression. Ceux que j'ai pris dans mon panel, 1906, 1919, la résistance et la libération, 1953, 1968, 1995, 2006. À chaque fois, les normes sont dépassées. À chaque fois, les normes sont transgressées parce que les normes sont faites pour enfermer le mouvement social. Elles ne sont pas faites pour le libérer. Donc un syndicalisme qui ne serait pas transgressif, ça s'appelle un syndicalisme neutralisé, ça s'appelle un corps intermédiaire, je reviendrai là-dessus, bon, mais ça ne s'appelle pas en tous les cas un contre-pouvoir. Donc voilà pour moi ce que sont les socles majeurs, de mon point de vue en tout cas, et de mes lectures de leurs écrits, du syndicalisme révolutionnaire dans sa version originelle. Pas seulement originelle, puisque comme je le disais, ce sont les racines de la CGT, ce sont nos racines. Mais je disais au début, pour en venir à l'époque plus contemporaine, qu'on peut le définir par ce qu'il n'est plus, ce qu'il n'est pas. Je le disais en commençant, pour moi, c'est la thèse que je défends, à partir de la fin des années 70, ça a commencé par la CFDT, c'est d'ailleurs à son propos qu'on applique ce terme-là, de recentrage, lorsque la CFDT fait le choix d'abandonner l'autogestion pour ne garder que la gestion, ou la co-gestion, si vous préférez. Et puis, bon an, mal an, ce recentrage, il gagne le champ syndical, pour moi, dans sa globalité, y compris à un moment donné, avec une chronologie qui est la sienne, avec des formes qui sont aussi les siennes, alors beaucoup moins assumées et beaucoup moins creusées et brutales, si je puis dire, que la CFDT, mais qui gagne y compris la CGT à un moment donné, qui, je l'espère, sort de ce recentrage pour retrouver un peu plus, ou replonger un peu plus dans ses racines syndicalistes révolutionnaires, et Natacha nous en parlera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce recentrage, qui est le contraire du syndicalisme révolutionnaire ? Ça veut dire penser syndicalisme, non pas comme un, alors je viens de le dire, mais je le répète, non pas comme un contre-pouvoir, mais comme un corps intermédiaire. C'est pas la même chose. Quand j'entends des syndicalistes se qualifier de corps intermédiaires, ça me pose un problème, pour le dire gentiment. Un corps intermédiaire, c'est une interface entre un système de pouvoir et un corps social, avec comme objectif d'amortir les chocs qui pourraient surgir dans la relation entre ce système de pouvoir d'un côté et le corps intermédiaire de l'autre. Il faut quand même rappeler qu'y compris la monarchie absolue de Louis XIV avait besoin des corps intermédiaires. Donc tout système de pouvoir en a besoin. Les institutions ne sont que des tigres de papier qui ne résistent pas autrement que par les symboles qu'elle affiche et qu'elle espère faire respecter, ou par l'existence même, et surtout par l'existence même de corps intermédiaires qui assument d'être, d'une manière ou d'une autre, des formes de supplétifs du pouvoir. Un contre-pouvoir, c'est tout à fait autre chose. Ça signifie tout simplement qu'on s'oppose, qu'on propose, qu'on assume, y compris le fait, à un moment ou à un autre, de prendre le pouvoir par les moyens que l'on a choisis, mais en tous les cas, on ne se pense pas, a priori et d'emblée, comme un corps intermédiaire, et surtout pas. La deuxième chose qu'il n'est pas, et qu'a produit pour moi le recentrage, il n'est pas un syndicalisme de lobbying, ni un syndicalisme de ritualisation du conflit social. Les deux grandes formes de syndicalisme que j'évoquais, dans cette phase de recentrage, se sont de plus en plus orientées pour l'une vers ce que j'appelle un syndicalisme de lobbying, et vous avez sans doute reconnu la proposition de culture chrétienne, qui se considère comme un lobby, et je vous donne juste un exemple tout simple.
quand Macron est arrivé au pouvoir, vous vous souvenez, hein, les fameuses ordonnances Macron, bon, mortifères comme chacun sait, comme tout ce qu'il a fait depuis d'ailleurs. Mais, donc, le 31 août, j'étais ici, 31 août 2017. J'étais ici pour discuter avec la CE de l'UD. Et je ne sais plus qui me transmet la copie de l'interview qui sort dans Le Monde du Jour de Laurent Berger, parce que le contenu des ordonnances Macron venait d'être dévoilé. Il y a une page d'interview de Laurent Berger. Alors, vous allez croire que je lui en veux, je n'en veux pas. C'est juste parce qu'il est le porte-parole à ce moment-là. Et il y a deux questions. La première question du journaliste, êtes-vous satisfait des ordonnances Macron? Réponse, c'est presque textuellement, hein. Non, c'est un rendez-vous manqué du dialogue social. Question numéro 2, donc, vous allez rejoindre les mobilisations qui s'annoncent. Réponse, non. Voilà. Ça s'appelle un syndicalisme de lobbying parce qu'il considère que son travail n'est pas de construire une grève préventive, une mobilisation préventive. Son travail consiste, tel un lobby, par des discussions de couloir, par une diplomatie secrète, par des relations interpersonnelles, à essayer d'influer sur la rédaction d'une loi, éventuellement de rédiger des amendements pour les parlementaires, et on s'arrête là, ou quasiment là. Et y compris d'ailleurs, celle qui lui a succédé, elle est dans la même optique, hein. Après le mouvement sur les retraites, les différents leaders syndicaux avaient été interviewés par l'Humanité sur comment ils voyaient les choses. Et à un moment donné, le journaliste de l'UMA demande à Marie-Lise Léon, vous n'êtes pas contente, tout ça, donc voilà, vous allez sûrement exprimer votre mécontentement. Elle répondait, la CFDT est prête à aller jusqu'à la manifestation. Alors, a priori, dans le cadre d'un syndicalisme révolutionnaire, il manquerait une fin de phrase, pour le moins. Mais en tout cas, ce mot-là n'est pas prononcé. Et vous avez sans doute deviné de quel mot il s'agit sans qu'on ait besoin de faire une interrogation écrite. La troisième chose qu'il n'est pas, ce syndicalisme révolutionnaire, contrairement à un syndicalisme recentré, c'est être dépolitisé. Pour moi, il n'y a pas plus politique, mais au sens noble du terme. La politique n'est pas, comme on a voulu le faire croire, me semble-t-il, à certains moments, et notamment lors du processus de recentrage de la CGT, que faire de la politique, ça voulait dire être inféodé à un parti. Ça n'est pas ça. En tout cas, si ça a pu l'être, peut-être, et encore, ça se discute à un moment donné. Faire de la politique, c'est beaucoup d'autres choses. Faire de la politique, c'est réfléchir sur les politiques publiques, c'est construire un projet de société. Enfin bref, il y a toute une série de dimensions qui sont contenues dans l'idée même de politique. Et à moins de vouloir l'instrumentaliser pour parvenir à ces fins de recentrage, et pour moi, il me semble que ça a brouillé d'ailleurs, ça a brouillé en partie l'interprétation de ce que signifie faire de la politique pour une organisation syndicale, à force d'avoir martelé que faire de la politique voulait dire, pour le syndicalisme en général, et la CGT en particulier, s'allier ou s'inféoder à un parti politique. On a, me semble-t-il, fortement brouillé les cartes et les esprits qui font que on a sans doute aujourd'hui plus de mal qu'on ne pouvait l'avoir à d'autres moments à réfléchir et à se positionner par rapport à ces sujets-là. La politique, c'est aussi faire de l'utopie, hein, produire de l'utopie, comme je le disais tout à l'heure. Ce que n'est pas le syndicalisme révolutionnaire et ce qu'est le syndicalisme recentré, c'est au fond le refus de penser une autre société. Quand on s'est appelé de syndicalisme de transformation sociale, pour moi, le contenu même de l'expression de transformation sociale, elle induit plutôt une inflexion, elle n'induit pas une rupture. Si cette transformation sociale se dit révolutionnaire, oui, elle induit une rupture. Si elle ne se dit que de transformation sociale, elle peut tout à fait être assumée par la CFDT. La preuve en est, je le disais tout à l'heure, c'est dans ses statuts. Or, le syndicalisme révolutionnaire est un syndicalisme de rupture pour à la fois, je le disais tout à l'heure, et j'y insiste, pour des questions de projet, pour des questions de fonctionnement et de pratique syndicale, qui fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on ne va pas perdre cette perspective de rupture, parce que c'est cette perspective de rupture qui va nous aider à nous retenir
pour ne pas être happé, mangé par les processus institutionnels. Et enfin, je terminerai là-dessus, le syndicalisme révolutionnaire, ce n'est pas la présidentialisation du syndicalisme. Parce que le recentrage du champ syndical, c'est aussi accompagné de formes, et là je reprends, c'est René Mouriot qui a utilisé ce terme-là, je rends à César ce qui appartient à César, ça n'est pas la présidentialisation des confédérations, y compris celle de la CGT, qui s'est construite à partir de Louis Vianney, et ce qui s'est creusé sous les mandats de Bernard Thibault. Mais ça, c'est le contraire du fédéralisme, cette présidentialisation. Ça n'est pas le syndicalisme révolutionnaire. Si le syndicalisme CGT poursuivait dans cette voie, qui est pour moi la voie de l'acculturation, c'est-à-dire celle au fond de l'alignement sur les grands modèles européens. En effet, à l'échelle de l'Europe, ça n'est pas le syndicalisme révolutionnaire qui est le modèle dominant, on est bien d'accord. C'est plutôt le modèle social-démocrate. Bon. La CGT doit-elle se convertir définitivement à un modèle social-démocrate, c'est-à-dire au fond de garder, tu parlais de la grève tout à l'heure en citant Baptiste Giraud, ne garder la grève que dans la rhétorique, mais s'en éloigner dans la construction pratique. Or, moi, c'est ça qui m'a inquiété aussi, y compris dans le mouvement sur les retraites de 2023, mais qui est symptomatique de la manière dont on a renversé la perspective des grands mouvements sociaux. Au XXe siècle, un grand mouvement social, c'est une grève que l'on construit, que l'on diffuse, que l'on poursuit, éventuellement accompagnée de manifestations. Le schéma du XXIe siècle, c'est des manifestations avec une grève qui vient étayer ces manifestations parce qu'elle va permettre individuellement à chacun, si nécessaire, de quitter son lieu de travail pour aller manifester. Et de ce point de vue-là, ça pose aussi, me semble-t-il, un problème à la pratique gréviste parce que ça l'individualise. Or, l'intérêt de la pratique gréviste, c'est la construction de la classe aussi. La construction de sa cohérence, de sa cohésion, de sa solidarité. Et par ce type de pratique, faire de la grève un objet individualisé, c'est déconstruire précisément ce projet de construction de la classe au travers de la grève qui part des lieux de travail et qui ne part pas de chez soi pour aller manifester. Bon, ça fait partie des nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais pour terminer, je vous disais tout à l'heure, 100 ans de grandes victoires syndicales. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'il y a peut-être d'autres points, comme élément commun, comme ingrédient commun à toutes les victoires, qui sont ceux qui n'existent pas dans toutes les défaites par définition. Pardonnez-moi cet enfoncement de porte ouverte. Première chose, des revendications cristallisatrices en situation de brutalisation d'un corps social à l'identité homogène. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Et déjà dans le congrès de Bourges en 1904, quand la CGT s'apprête à lancer le mot d'ordre du 1er mai 1906, on ne travaillera plus que 8 heures, qui est la première, au fond, journée d'action à l'échelle nationale générée par une organisation syndicale. En 1904, le rapport sur les 8 heures, sur la revendication des 8 heures, qui est décliné lors de ce congrès de Bourges, dit « Arrêtons de faire des catalogues revendicatifs, on va en trouver une qui va cristalliser le tout. Et ça va nous permettre d'être plus efficaces. » C'est assez amusant de relire ça. Ils ont cette idée-là que c'est au travers de cette capacité d'une revendication centrale à jouer ce rôle cristallisateur qu'on va aussi jouer ce rôle d'entraînement, parce que cette revendication cristallisatrice, elle va rencontrer à un moment donné des formes de brutalisation du corps social, et à partir d'elle, on va participer à la construction de cette identité de classe, cette identité homogène qui va nous aider à nous regrouper, à combattre et à gagner. Ça, c'est le premier grand ingrédient. Le deuxième, c'est le travail militant dans l'espace de production, dans l'espace d'exploitation. Alors, dans un contexte évidemment d'implantation syndicale aussi significatif que possible. Mais je pense qu'on est capable, y compris aujourd'hui, d'identifier les lieux qui sont sous-syndiqués, mais qui sont les lieux qui permettraient aujourd'hui, si on le veut, de faire dysfonctionner le système économique et de faire rendre gorge, si je puis dire,
à ceux auxquels les mouvements sociaux s'adressent. Est-ce que ce travail-là, on veut le faire? Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi d'y répondre. Le troisième point, je dirais, c'est la transgression, le dépassement des normes. Voilà. En 36 ou en 68, si on n'occupe pas les usines, en 1906, en 1919, si on ne manifeste pas, bien que ce soit interdit et qu'on montre un peu les muscles. Enfin bref, je pourrais démultiplier les exemples. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est clair. Le troisième élément, ou quatrième, c'est les rapports de force avant les rapports de droit. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire la construction de la grève comme élément perturbateur du système de production et non pas comme une démonstration ritualisée qui, au fond, n'est autre qu'une autre façon de neutraliser le syndicalisme. L'avant-dernier point, c'est des circonstances politiques qui s'articulent avec l'expression du social. Ce que j'appelle l'efficience, non pas de la double besogne, mais de la double pression. Alors cette efficience du politique, elle peut prendre plusieurs formes. Je n'y insiste pas, parce que si ça irait trop loin, vous le lirez plus tard si vous voulez. Puis la conclusion de tout ça, c'est que tout simplement, l'ensemble de ces ingrédients-là génère la seule chose qui, jusqu'à nos jours, dans notre pays, a permis les grandes conquêtes sociales ou a permis éventuellement la régression sociale, c'est tout simplement d'avoir face à soi, grâce à tous ces ingrédients, un ordre dominant entre stupeur et tremblement. Et c'est lorsqu'il y a un ordre dominant entre stupeur et tremblement que le progrès social surgit. Bien, bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation et merci donc au collectif Jeunes d'avoir organisé ce débat. Donc, quand Bastien m'a contacté, donc en gros, il m'a demandé, ben voilà, nous serons avec Stéphane Thiraud, je ferai une introduction et donc, toi, en gros, ce qu'on te laisse, c'est ce qu'a laissé le syndicalisme révolutionnaire dans la CGT aujourd'hui. Donc, ça va être peut-être beaucoup moins romantique, beaucoup plus pratique. Et du coup, ça va peut-être vous interpeller et faire en sorte que vous ayez envie de dire des choses. Alors, une première chose, la CGT a 130 ans cette année. Et si cette grande dame, elle a su rester la première organisation de salariés aujourd'hui, c'est parce qu'au regard des évolutions de la société, puisqu'en 130 ans, la société, elle a forcément évolué, elle a su avoir des dirigeants. Alors, quand je parle de dirigeants, je ne parle pas du premier ou de la première. Je parle des dirigeants que nous sommes, que vous êtes et que vous serez demain à la CGT, parce que des dirigeants, il y en a au niveau départemental, fédéral et confédéral. Bref, c'est parce que les dirigeants ont su prendre des décisions qui s'imposaient quant aux nécessaires adaptations sociales, sans jamais renier son objectif, qui a été décrit donc du coup dans la charte d'Amiens, organiser les salariés pour améliorer le quotidien, mais aussi transformer la société. Et c'est bien ça qui fait corps et qui fait sens encore aujourd'hui dans la CGT, et c'est bien l'originalité de notre syndicalisme CGT, et c'est ce qui fait souvent que les salariés vont peut-être venir une première fois adhérer à la CGT parce qu'ils ont un souci ou tout ça, mais ensuite ils y restent parce que c'est super emballant d'avoir justement ce projet revendicatif que d'autres organisations syndicales n'ont pas. Alors ce qui est original aussi, et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir, c'est qu'il y a 6 ans maintenant, au syndicat, au congrès de la Fédération des services publics que j'organise, j'ai commencé mon rapport d'actualité en citant la charte d'Amiens parce que je voulais faire prendre conscience qu'en 1906 aussi, on se battait pour la diminution du temps de travail et l'augmentation de salaire et que je voulais aussi évoquer la double besogne. Et donc, du coup, en plus de ce que tu as dit tout à l'heure, Bastien, donc j'avais mis la CGT Group en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Donc ça, c'était pour expliquer tout ce qui était l'enjeu de la formation syndicale, puisque c'est bien les travailleurs conscients pour être conscientisés, on se forme et on se forme nous-mêmes. Et la dernière phrase que j'avais utilisée, cette double besogne quotidienne et d'avenir découle de la situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière. Donc, situation de salariés qui pèse sur la classe ouvrière, elle est bien subie, et qui fait à tous les travailleurs, quelles que soient leurs opinions
ou leur tendance politique ou philosophique, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Quelle belle phrase. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est l'utopie, mais l'utopie dans toute sa splendeur, et qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir le dire. Bon, tout ça pour vous dire que cet ensemble, qui est la CGT, les syndiqués CGT et nos débats, tout ce qui fait notre force, ça représente un équilibre solide, certes, mais un équilibre tout de même au regard des forces en présence que nous avons aujourd'hui dans la société. Alors l'adversaire en premier, bien entendu, c'est le capital. On parle de lutte des classes, et donc nous sommes de la classe des salariés, des ouvriers, des travailleurs, et nous avons en face la classe du capital qui ne cesse de se transformer, qui a toujours une longueur d'avance, et il y a à peu près 40 ans, 50 ans même, il y a une énième offensive dont j'aurais tendance à dire dont nous nous extirpons à peine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est laissé enfermer dans cette offensive du capital. On y a été un certain temps, voilà. Et maintenant qu'on en a eu conscience et qu'on a réussi à le dénoncer, on commence à s'en sortir. Mais j'expliquerai un petit peu plus loin dans mon intervention. Cette offensive du capitalisme, c'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme, cher à Milton Friedman et ses Chicago Boys. C'est par exemple Ronald Reagan aux États-Unis, c'est le Chili avec Pinochet, et c'est tout le développement autour de la construction européenne. Et en Europe et en France notamment, cela c'est donc illustré par la construction européenne au service du capital, et avec des hommes politiques qui ont pensé et mis en œuvre un capitalisme à visage humain. C'est la social-démocratie, voire le social-libéralisme. Dès l'instant qu'il y a le terme social, ça veut dire qu'on peut adapter le capitalisme. Donc tout ça, petit à petit, ça, ça a engagé le syndicalisme dans un chemin, alors dans lequel la CFDT s'est embarquée très rapidement, la CFTC, FO, etc., etc., et dans laquelle la CGT, il faut se le dire tranquillement, a eu des tentatives de s'engouffrer là-dedans par différents, c'est ce que Stéphane évoqué quand il parlait de recentrage, et c'est un piège dans lequel nous nous sommes parfois donc engouffrés, mais j'expliquerai plus tard pourquoi, heureusement, la façon dont est organisée la CGT a fait que nous ne sommes pas totalement engouffrés là-dedans. Un des pièges aussi auxquels nous avons affaire, c'est la multiplication des organisations syndicales. En 1906, il y avait la CGT, quelques syndicats de jeunes qui existaient, mais qui n'étaient pas organisés comme la Confédération Générale du Travail. Donc forcément, quand le salariat est uni dans une seule organisation syndicale, nous représentons une masse énorme. Et c'est pour ça qu'à l'époque, alors on n'était pas tous tout le temps des millions, hein. Stéphane pourrait nous le dire, il y a eu des périodes où on était plutôt 300, 400, 500 000, donc après tout. Mais voilà, avec des grandes périodes, on a pu être parfois des millions, et c'est vrai que ça représente une masse beaucoup plus importante et imposante face au patronat. Aujourd'hui, nous sommes, donc comme l'a dit Stéphane, 8 organisations syndicales représentatives. Et il y a eu les élections TPE même dernièrement. On a même le syndicat des Gilets jaunes, mais je ne vous parle même pas des syndicats de territoire. On n'est pas loin du Pays Basque, il y a un syndicat du Pays Basque, en Corse, ils ont le STC, etc., etc. D'ailleurs, beaucoup de ces syndicats se sont construits, notamment en opposition à la CGT. Je ne vous refais pas l'histoire, certains d'entre vous ont fait le niveau 1. Et donc, tous ces syndicats-là ont un objectif bien différent. Donc, l'objectif, je vais y arriver. L'une des difficultés aussi du syndicalisme CGT tel qu'on l'entend, c'est toutes ces attaques et tous ces obstacles que nous avons. Donc à la fois l'attaque du capitalisme et le fait qu'il y ait une multiplication des organisations syndicales qui fait qu'on n'est pas un, mais on est bien divisé en tant que classe sociale. Il y a également, donc au niveau du capital et au niveau de la démocratie, de la social-démocratie, une modification du vocabulaire. Vous l'avez entendu et vous l'entendez assez régulièrement, on parle aujourd'hui de partenaires sociaux. Alors quand j'entends des camarades dire nous sommes des partenaires sociaux, mais je m'étrangle. Non, je ne suis absolument pas partenaire du MEDEF, parce que dans les partenaires sociaux, c'est ça, c'est les organisations syndicales et le MEDEF. Demandez à
au patron du MEDEF aujourd'hui s'il a les mêmes intérêts que nous. Quand on parle de dialogue social, c'est juste insupportable. Nous ne faisons pas de dialogue social, nous élaborons un rapport de force pour pouvoir ensuite obliger le patronat à s'asseoir aux tables de négociation afin d'arriver avec nos revendications. Mais à aucun moment on ne pratique du dialogue social. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pire, quand on parle de plan de sauvegarde de l'emploi, uniquement pour dire qu'on va procéder à des vagues de licenciements. Quand on parle aussi de mutualisation, histoire de faire du 2 en 1, quand on parle d'expertise, enfin bref, je ne vais pas vous la refaire, vous connaissez tout ça. Il y a une chose aussi qui est importante dans les contraintes que nous oppose le capital, et donc là ça passe par la voie réglementaire. Stéphane a tout à l'heure parlé de la loi représentativité. Alors il y a eu plusieurs textes, parce qu'il y a eu à la fois le privé et le public. Ça c'est également un piège dans lequel, et là-dessus je suis à l'aise pour le dire tout à fait, parce que moi à l'époque j'étais contre, dans lequel la CGT est tombée les 2 pieds dedans. Alors ce n'est pas seulement le cas du dirigeant confédéral que nous avions à l'époque, qui était Bernard Thibault, c'est pas lui qui a voté tout seul, il y a eu une consultation des bases. Mais ces textes sur la représentativité, ça nous enferme aujourd'hui dans l'obligation de mener des campagnes folles pour gagner des élections. Ça nous prend un temps de dingue. Et quand on fait campagne pour les élections, on s'occupe pas du reste, d'élaborer les cahiers revendicatifs au plus près du poste de travail. Et tout ça, pourquoi, au final, être invité au même titre que l'UNSA ou même la FSU, qui est pourtant une organisation syndicale que je respecte largement, mais à des discussions qui aujourd'hui ne servent à rien. Donc là-dessus, moi j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on s'est fait piéger là-dessus. En termes de textes réglementaires, il y a aussi la mise en place du service minimum, que ça soit dans les transports ou notamment là dernièrement dans la fonction publique territoriale, qui fait que si vous voyez parfois les éboueurs peuvent faire grève, mais maintenant ils peuvent être réquisitionnés. Service minimum dans les cantines, enfin bref, je vais pas développer. L'objectif donc du capital depuis 40-50 ans à peu près, après une offensive des travailleurs qui a été très forte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'objectif du capital depuis 40-50 ans à peu près, c'est tout comme en 1884, quand il y a eu l'autorisation, enfin le fait d'autoriser le fait syndical, c'est de contrôler le syndicalisme en le cantonnant dans des réunions de dialogue social et avoir ainsi la main mise sur l'exaspération sociale pour mieux la diriger. Et à l'heure actuelle, le patronat et le capital organisent la prise de pouvoir, et on le voit, par l'extrême droite. Le fait de favoriser comme ça l'extrême droite en France et dans le monde, c'est pour mieux mettre en œuvre leurs desseins, et notamment, après avoir tenté de diriger le syndicalisme, ou tout au moins le contre-pouvoir que représente le syndicalisme, ils veulent vraiment l'annihiler. Et on le voit, enfin, si vous êtes attentif, notamment ce qui s'est passé en Autriche. Bien sûr, l'Italie en connaît, ce qui se passe au Canada, ce qui se passe bien entendu aux États-Unis. Il y a une véritable offensive du capital là-dessus sur le champ politique, sur le fait que maintenant, favoriser l'extrême droite, ça va leur permettre vraiment d'annihiler toute opposition sociale et d'avoir une véritable mainmise sur le contre-pouvoir représenté par les organisations syndicales. L'un des objectifs également, mais ça Stéphane en a également parlé, c'est de cantonner les organisations syndicales à l'entreprise, en multipliant les instances représentatives du personnel dans l'entreprise, afin que les organisations syndicales que nous sommes ne se mêlent surtout pas de la vie publique et sociale, et donc ne se mêlent surtout pas de la politique. Or, la CGT, c'est ce qu'on vous explique depuis plus d'1 heure et demie, c'est l'antithèse de ce syndicalisme corporatiste et cantonné à l'entreprise. Nous, c'est bien ce qui nous distingue d'ailleurs de la CFDT, et c'est aussi pour ça que nous nous sommes autant opposés en 2017 et 2018 aux lois travail, puisque les lois travail, au-delà du fait que c'était un recul impressionnant du droit du travail, les lois travail, elles cantonnaient vraiment la négociation à l'entreprise, au sein de l'entreprise. Alors que pour nous, et c'est la richesse de la CGT, les grandes luttes et les grandes victoires, elles se sont gagnées dans les luttes interprofessionnelles et pas dans l'entreprise, mais bien de tous les salariés réunis, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur. Donc c'est pour ça également que les lois travail ont été très fortement opposées. Et donc l'une des choses qui nous caractérise à la CGT
et qui est un héritage du syndicalisme révolutionnaire, c'est qu'à la CGT, donc la base, c'est le syndicat. Et le syndicat, c'est la base essentielle et incontournable de la CGT. Et c'est en effet dans le syndicat que le salarié s'organise, se forme, élabore les revendications et prépare les luttes nécessaires pour améliorer les conditions de travail et, bien entendu, penser et, pourquoi pas, faire vivre la transformation de la société. Et ce sont donc ces syndicats qui, organisés par profession, constituent les fédérations et organisés territorialement, constituent à la fois les unions locales et les unions départementales. Et donc, ce sont bien les syndicats organisés dans les fédés et les UD qui constituent la confédération. Et c'est ça qu'on appelle le fédéralisme. C'est le principe du fédéralisme qui réglemente les relations entre les organisations de la CGT. Et je suis donc convaincue, mais ça vaudrait le coup d'en débattre avec vous, que c'est ce principe du fédéralisme qui nous a protégés du recentrage dont parlait Stéphane tout à l'heure, puisque ce sont les syndicats qui décident et organisent et qui votent en congrès et que ça monte et qu'on n'est pas descendant, au contraire de la CFDT. La CFDT, si vous signez un accord à la con dans une entreprise, elle vous démandate dans l'heure qui suit. Si à la CGT, vous signez un accord dans l'entreprise, c'est le syndicat qui a décidé de signer un accord dans l'entreprise. Et à moins que vous ne revendiquiez votre appartenance au Rassemblement national, vous n'êtes pas exclu de la CGT. Ce n'est pas le cas dans d'autres organisations syndicales. Et c'est bien ça, l'originalité de la CGT et un des éléments qui nous permet, de mon point de vue, d'avoir à chaque fois qu'il y a eu des pas de côté, de pouvoir justement remettre la CGT sur de bons rails. C'est tout au moins ce que je vois ces dernières années. Donc cette organisation également, elle nous permet de nous garder du corporatisme qui, lorsque nous sommes en période de difficulté, lorsque le syndicalisme est en période de difficulté sur les échecs successifs, est un réflexe identitaire fort. On le dit d'ailleurs, le repli des syndicats sur eux dans l'entreprise. Et donc là, immédiatement, on oublie d'avoir l'ouverture vers l'interpro et au contraire, on se replie sur ce qu'on connaît le mieux et après tout sur soi-même. Et donc, très vite, on redevient ou on devient corporatiste. Or, nous le savons par expérience, ce n'est pas en menant un syndicalisme corpo qu'on y arrive. Et le capital a tendance à favoriser ce réflexe du corporatiste. Ça lui permet ainsi de mieux diviser les travailleurs, les jeunes, les vieux, le public, le privé, les femmes, les hommes, enfin bref, on pourrait le faire à l'envi. Donc, face aux attaques et aux stratégies du capital, pour nous annihiler, ce qui fonctionne depuis 130 ans, et notamment grâce à des héritages comme le syndicalisme révolutionnaire, c'est bien d'être la CGT de toutes et tous et de faire du syndicalisme CGT tel qu'on le connaît et tel qu'il existe depuis 130 ans. Élaborer les revendications au plus près du poste de travail, et pas uniquement dans le local syndical, mais bien au plus près du poste de travail, et en débattre et les porter dans nos unions locales, nos unions départementales, dans les fédérations et bien entendu dans la confédération, parce que ce n'est pas une entité montreuilloise totalement isolée. Et cette démarche quotidienne, la culture du débat démocratique, c'est vraiment un acte essentiel. La culture du débat démocratique au sein de nos instances, que ce soit des instances de direction, que ce soit les assemblées générales, dans les congrès, c'est vraiment un des éléments constitutifs de l'éducation populaire. Et c'est parce que petit à petit, on a laissé s'échapper ces moments importants de débat. On peut ne pas être d'accord, mais on en débat. Et on va jusqu'au bout du débat. Et ça prépare ainsi le salarié qui se syndique et qui devient militant à se préparer pour, pourquoi pas, penser la société de demain. Je prendrai un exemple un peu plus tard. Pourquoi et comment on a eu, au moins une fois dans l'histoire, le fait que la CGT, les syndiqués de la CGT ont participé et ont œuvré à une transformation de la CGT. Moi, je voulais avoir un petit aparté sur l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. L'indépendance vis-à-vis des partis politiques doit être distincte de l'indépendance politique.
La CGT, parce qu'elle porte un projet de transformation de la société, elle fait de la politique. Ce soir, nous faisons de la politique. Parce qu'elle fait des propositions, parce qu'elle a un avis sur les politiques menées, elle fait de la politique. Ce que nous refusons, c'est d'être le bras armé d'un parti politique, comme le sont, et donc Stéphane l'a très bien expliqué, il l'explique très bien dans plusieurs de ses petites brochures, ce que font par contre les syndicats plutôt anglo-saxons, qui eux sont typiquement au service d'un parti politique, le Parti travailliste notamment en Angleterre ou en Allemagne. Et c'est une originalité française qui, moi je vous l'avoue, me convient assez bien, et en fonction des époques, par contre, certes, certains partis ont eu plus ou moins d'influence dans la CGT, hein, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions. La CGT, elle est dans son rôle, et elle n'entend pas se faire dicter ses positions, qu'elle émane des partis du nouveau Front populaire ou d'autres partis. Il y a bien des tentatives de certains dirigeants, mais non, la CGT, elle est ce qu'elle est, et elle entend rester ce qu'elle est. Travailler ensemble, pourquoi pas. Se retrouver sur des combats communs, nous le faisons assez régulièrement. Appeler à voter pour un programme, nous le faisons pas très souvent, mais là, il y avait un enjeu et on en a débattu. Mais être le bras armé au service d'un parti, non. Et c'est bien ce que veut signifier la charte d'Amiens. Et c'est ça qui est important. Et là où il est important de revendiquer le fait que la CGT fait de la politique, c'est que nous avons de plus en plus d'employeurs, de patrons, et on l'a vu là lors des dernières élections législatives, qui ont refusé dans la boîte que l'on distribue les tracts où on appelait à voter pour le programme du nouveau Front populaire, prétextant que nous faisions de la politique. Il y a eu plusieurs jugements, c'est passé à plusieurs reprises au tribunal, notamment administratif dans la fonction publique, mais il y a eu une grande offensive là-dessus. Et là-dessus, on ne doit pas lâcher. Parce que bien souvent, seule la CGT a justement des positions très fortes sur les politiques menées et ont des tracts qui pourraient être qualifiés de tracts politiques. Mais nous revendiquons de faire de la politique, il faut vraiment rien lâcher là-dessus, et c'est pour ça que c'est important de rien lâcher, et ça, c'est un des héritages essentiels du syndicalisme révolutionnaire de mon point de vue. Enfin, sur ce qui a changé et ce sur quoi la CGT doit s'engager à l'avenir. Donc, si les stratégies du patronat et du capital ont pu, pour cantonner donc le syndicalisme à l'entreprise, ont pu fonctionner à un moment pour la CGT, je dirais que les attaques permanentes contre les militants, le CGT bashing qui existe, et on le voit encore, hein, qui nous ferait presque passer, comme vous savez, l'image du communiste à l'époque avec le couteau entre les dents. On a aussi parfois cette image-là que voudraient nous mettre dans la tête des salariés certains patrons. Non seulement il est nécessaire de modifier cette image, mais il ne faut pas non plus renier ce que nous sommes. C'est pas parce qu'on veut gommer ces images d'Épinal qu'il faut devenir des sédétistes nouveaux modèles. Oui, nous estimons indispensable de mener la double besogne et d'être toujours prêt à transformer la société. Ce sont d'ailleurs des militants de la CGT et des militants du Parti communiste français qui ont œuvré à la mise en place de la sécurité sociale en 1945. Et s'ils l'ont fait en l'espace de quelques mois, vous en avez, si vous regardez le film La Sociale, voilà, vous verrez vraiment l'illustration. C'est bien que ces militants de la CGT, ils avaient été formés au sein des syndicats pour penser à comment on pourrait avoir un régime unique de sécurité sociale. Ça n'a pas été un claquement de doigts. La question à se poser, est-ce que nous serions prêts aujourd'hui, en tant que militants CGT, à faire la même chose ? Et c'est dans ce sens-là que nous devons justement réfléchir quand on se dit qu'est-ce que l'on est prêt à faire pour transformer la société concrètement. Et là, on sort de l'utopie romantique, mais c'est vraiment concrètement que pourrions-nous mettre en place, mettre en œuvre pour vraiment transformer la société. Et c'est pas vieux, hein, la création de la sécurité sociale. C'est 80 ans cette année. Donc, est-ce que nous serions prêts aujourd'hui à le faire ? Oui, non. Mais est-ce que nous serions prêts à faire autre chose pour transformer la société ? Et mine de rien, quand on mène une lutte, c'est aussi ce qu'on fait. C'est penser à l'animation d'une lutte et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Parce que quand le rapport de force est important, alors je parle d'une lutte souvent locale, hein,
mais qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment changer dans l'entreprise pour que ça aille mieux. Et c'est là-dessus qu'on doit s'enlever des ornières. Même nous, CGT, on doit des fois enlever les lunettes qu'on a devant nous. Donc, j'en étais où? Sans tomber dans la caricature, c'est de cela que nous devons être convaincus, former les salariés, les syndiqués à s'approprier les moyens de production, quel que soit notre outil de travail. Parce que quand j'entends certains dire « ça ne sert à rien que je fasse grève, je ne produis rien », non, tout le monde est utile dans la société. Donc, quel que soit notre outil de travail, se réapproprier les moyens de production. Nous sommes les spécialistes de nos missions. Notre objectif est bien de répondre à l'intérêt général de toute la société, de faire sens, et non de réaliser des marges pour le capital, bien entendu. Et ce savoir-faire, ce savoir-être, il n'est pas inné. Il s'acquiert à la fois dans les formations syndicales, mais il s'acquiert également par la pratique, par l'action syndicale au quotidien, par la culture du débat politique. Nombre de vieux militants pourraient vous le dire, ils sont sortis de l'école après la 3e, parfois ils ont un CAP, un BEP, et quand on les écoute aujourd'hui, waouh, ils parlent aussi bien qu'un prof de fac éminent. Et c'est ça qui est formidable à la CGT, c'est que l'éducation populaire, elle se fait tout au long de la vie. À la CGT, il n'y a pas les sachants et les autres, mais bien des militants qui, collectivement, peuvent déplacer des montagnes. C'est ce qu'on a vu tout au long de l'histoire. Mais pour cela, nous devons faire masse. Pour être utile aux travailleurs, nous devons faire masse. Et pour faire masse, nous devons convaincre, organiser et aider les salariés et les syndiqués à s'affranchir de la place dans laquelle voudrait nous cantonner le patronat. Et c'est en ce sens que l'héritage du syndicalisme révolutionnaire, tel qu'il est aujourd'hui dans la CGT, il nous sert. Tout à l'heure, Stéphane parlait des... j'oublie le terme. Le fait de dépasser, de transgresser, la transgression. Voilà. L'idée de la transgression, elle est formidable. Une fois qu'on a réussi justement à faire son coming out de « oui, je suis syndicaliste CGT », ben voilà, la transgression, allons encore plus loin. Le 13e congrès de la Fédération des services publics avait comme slogan « Organiser, déterminer nos syndicats à l'offensive ». Parce qu'au-delà des constats que nous faisons donc collectivement depuis des années sur comment se sortir de l'ornière dans laquelle le capitalisme a voulu nous piéger, nous estimions qu'il était temps de porter des décisions d'action afin d'inverser la tendance. Ne plus subir, mais bien être à l'offensive et repartir à la bataille. Et donc, pour conclure, je dirais que c'est tout l'enjeu et c'est tous les débats qui devront être menés dans les syndicats pour préparer le 54e congrès confédéral, afin que les syndiqués et les syndicats s'emparent de ces problématiques, afin de permettre au plus grand nombre de participer et d'améliorer les conditions de travail, également de se préparer à transformer la société. Parce que ce qui fait la CGT, ce qu'il a fait, et c'est pas Sophie Binet, même si on peut estimer qu'on a une très grande secrétaire générale, mais c'est bien nous toutes et tous, ce soir, demain sur le lieu de travail, après-demain dans une assemblée générale, et c'est bien nous toutes et tous qui faisons la CGT. C'est ça le fédéralisme, et c'est grâce à ça que la CGT aujourd'hui, elle a 130 ans, et que la CGT, encore demain, elle continuera à organiser les travailleurs pour à la fois améliorer leur quotidien sur leur lieu de travail et transformer la société. Merci les camarades.